L'Ukraine a-t-elle attaqué le gazoduc Nord Stream? La coalition gouvernementale allemande est-elle sur le point de s'effondrer en raison d'une affaire de quelques milliards d'euros? L'UE sera-t-elle en mesure de censurer ce que vous dites et entendez, peu importe où vous viviez? Et finalement, combien de temps nous reste-t-il avant que l'Iran ne dispose d'une arme nucléaire? Nous parlerons de tout ça, et plus encore, aujourd'hui sur Trumpet World. L'interview d'Elon Musk avec le président Donald Trump a probablement été l'interview la plus suivie de la semaine. Mais cette interview est remarquable non seulement pour les réactions qu'elle a suscitées, mais en raison de ce que Trump a dit. Notre correspondant aux États-Unis, Andrew Miller, nous en dira plus. D'habitude, je n'aime pas parler d'interview lors de notre bilan de la semaine, car je préfère me pencher sur les faits, plutôt que sur ce que disent les gens. Mais dans le cas présent, ça vaut la peine, car il est question d'Elon Musk et de Donald Trump, l'homme le plus riche du monde et le candidat républicain. Tous deux figurent parmi les 500 personnes les plus riches du monde. Plus d'1 million de personnes ont regardé cette émission. Cette interview a en fait retenu l'attention du monde entier. Et les deux ont abordé un florilège de sujets. Ils ont parlé d'immigration, de l'administration Biden, du changement climatique, de l'intelligence artificielle, même des infrastructures. C'était un aperçu dans l'esprit de deux figures fascinantes. À mon avis, ce qui pourrait aider le plus la campagne de Trump, c'est le fait qu'Elon Musk a reconnu avoir été un fervent défenseur du changement climatique. Il a reconnu avoir prêté son soutien à plusieurs causes gauchistes au fil des ans. Il a voté pour Barack Obama lors de 2 élections, puis a voté pour Hillary Clinton et Joe Biden. Ce n'est donc pas un républicain pur et dur, loin s'en faut. Mais il s'est ensuite montré honnête avec les gens. Il a admis qu'il s'était trompé. Il a dit qu'au début, il pensait que l'administration Biden serait modérée. Mais cette dernière s'est avérée si radicale qu'il croit maintenant que les libéraux modérés doivent soutenir Donald Trump. Trump n'est forcément pas un libéral modéré, mais la gauche est devenue si radicale que même les libéraux modérés ont plus en commun avec le côté républicain qu'avec le Parti démocrate. Et Elon Musk le sait mieux que la majorité des gens. Comme je l'ai dit, il croit simplement en la liberté d'expression. Et apparemment, la libre expression serait maintenant une idée de la droite, car les médias se sont tellement acharnés contre cette liberté. En fait, lorsque Trump s'est fait expulser de Twitter, c'était à ce moment-là qu'Elon Musk a décidé de s'emparer de Twitter. À l'époque, il ne soutenait pas encore Trump. Mais il s'est dit que le fait qu'un réseau social ait le pouvoir de réduire au silence un président en exercice, c'est de la pure folie. Il a donc dépensé 45 millions de dollars de son propre argent pour acheter ce réseau. Et il a pris ce risque afin de rétablir la liberté d'expression en Amérique. Le monde entier l'a détesté pour ça. Aux États-Unis, les démocrates ont même tenté de poursuivre Elon Musk en justice pour cette interview, en affirmant que Twitter l'a sponsorisé. Et quand il y a eu des problèmes techniques, il aurait payé des employés de Twitter pour qu'ils s'en occupent. On essaie alors de le poursuivre pour violation des règles de la campagne électorale. D'autres ont dit que soutenir Donald Trump par moyen d'une entreprise privée ne constitue pas une violation des lois électorales. Alors, je ne pense pas que ce procès ira très loin. Si c'était bien le cas, il serait également possible de poursuivre CNN au même titre, ainsi que MSNBC et tous les autres grands médias de la gauche américaine. On imagine qu'ils soient également coupables d'avoir enfreint les lois électorales en faveur des démocrates. C'est exact. Ce sera une affaire facile à gagner. Mais cela montre bel et bien l'esprit de la gauche radicale en Amérique. Si vous invitez un candidat politique à prendre la parole sur un réseau dont vous êtes propriétaire, et ce candidat qualifie son adversaire de radical, ces gens ont le désir de le réduire au silence, bien qu'il n'ait pas encore le pouvoir légal de le faire. Et c'est pourquoi Elon Musk a souligné la nécessité de la liberté d'expression en Amérique. Cela ne devrait pas être une question qui fait un clivage entre la droite et la gauche. C'est un élément clé d'une démocratie. Aussi mauvaise que soit la situation aux États-Unis en ce qui concerne la liberté d'expression, je pense que c'est encore pire, et ce depuis un certain temps, dans l'Union européenne. Elon Musk a dit à Donald Trump qu'il avait reçu une lettre de la Commission européenne la veille de l'interview, lui mettant en garde. On a écrit d'éviter la désinformation,
sinon l'interview serait censurée dans l'Union européenne. Musk a déjà des ennuis avec l'Union, car il a critiqué la réaction aux émeutes qui ont fait rage au Royaume-Uni il y a quelques semaines. En raison de cela, la Commission européenne s'en est prise à lui. Cette interview m'a fasciné aussi parce qu'Elon Musk et Donald Trump ont beaucoup d'ennemis puissants dans le monde, à la fois dans la gauche radicale aux États-Unis et dans l'Union européenne. Ce sont des gens qui s'opposent à la liberté d'expression. Et c'est cette réaction à l'interview qui ressort, du moins à mes yeux, plus que l'interview elle-même. Cela en dit long sur la politique américaine contemporaine, où vous avez un candidat politique avec lequel les gens ne veulent tout simplement pas avoir d'entretien. Imaginez Ronald Reagan, ou même George Bush. Personne ne leur a interdit d'accorder une interview au public. Et surtout, essayer de faire taire un ancien président, c'est fou. La réaction de l'Europe est également très révélatrice. Elle en dit long sur leur attitude à l'égard de la liberté d'expression. Voici un extrait de la lettre écrite par Thierry Breton que vous venez de mentionner. Il a écrit, je cite, « Nous surveillons les risques dans l'UE associés à la diffusion de contenus susceptibles d'inciter à la violence, à la haine et au racisme en lien avec des événements politiques ou sociétaux importants où qu'ils soient dans le monde. » L'interview n'a même pas encore eu lieu, mais il pense que ces gens vont enfreindre la loi. Alors il essaye de les intimider pour que l'interview n'ait pas lieu. Et cela expose la vérité derrière la gauche radicale et l'Union européenne. Le rédacteur en chef de La Trompette, Gérald Fleury, a publié un article dans le numéro d'avril qui s'intitule « La guerre de l'Union européenne contre la liberté d'expression ». Il a écrit « Nous devons prêter une attention particulière à la dérive autoritaire des dirigeants européens d'aujourd'hui. Si vous ne pensez pas comme eux, ils qualifient vos opinions de désinformation et vous réduisent au silence. Au fur et à mesure qu'ils gagnent en contrôle et en pouvoir, la guerre pour la liberté d'expression est destinée à dégénérer en violence. Et c'est incroyable de constater ce qu'ils sont en train de faire. Un ancien président américain participe à une interview à l'approche des élections présidentielles américaines. L'interview est réalisée sur le sol américain par une société américaine. Et pourtant, l'Union européenne s'y mêle et dit que cela ne devrait pas être permis. Leur ambition d'étouffer la liberté d'expression dans le monde entier est stupéfiante. Nous l'avons vu au Royaume-Uni, bien qu'à une échelle nettement plus petite, puisque le Royaume-Uni n'a pas autant de pouvoir que l'UE en matière de réglementation. Mais le chef de la police métropolitaine britannique a quand même menacé d'extrader Elon Musk. C'est lunaire. Il n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit au sujet des émeutes, alors il a voulu mettre Elon Musk derrière les barreaux. C'est absurde. Je suis sûr qu'il sait que c'est impossible. On ne peut pas extrader quelqu'un des États-Unis qui n'a pas enfreint une loi américaine. Mais il existe un esprit déséquilibré, et cet esprit se trouve au sein de la classe politique britannique. C'est là au sommet de l'Europe également. Leurs croyances sont les seules qui comptent et ils vont les imposer partout dans le monde. Et l'Europe fait déjà ce genre de choses. Facebook et Twitter résistent un peu, mais beaucoup de ces entreprises, comme YouTube, veulent faire des affaires en Europe. Elles savent que l'Europe peut en profiter pour les menacer ou leur infliger des amendes. Et beaucoup de ces entreprises n'ont pas le cran d'Elon Musk, par exemple. Et s'il s'agit de choisir entre verser des millions ou censurer un peu la liberté d'expression dans le sens souhaité par l'UE, ces entreprises choisiront généralement la même chose. Les PDG de Facebook et Google, par exemple, pensent de toute façon de la même manière que les élites européennes. Ils sont donc d'accord. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, l'Europe veut réduire la liberté d'expression dans le monde entier. C'est quelque chose dont personne ne parle vraiment. Mais l'article de M. Fleury aborde ce sujet en détail. Le fait que cette puissance européenne cherche à avoir le dernier mot en ce qui concerne la censure en dit long sur son caractère. Où que vous soyez, l'Europe veut contrôler ce que vous avez à dire. Cela montre l'esprit de cet empire qui se développe en Europe. C'est le même esprit que nous avons vu par le passé, c'est-à-dire l'esprit du Saint-Empire romain. M. Fleury écrit, je cite, « L'histoire de l'Europe est remplie d'exemples de ce qui s'est passé lorsqu'un dirigeant atteint le sommet de pouvoir. Étudiez le Saint-Empire romain médiéval, par exemple, et vous verrez comment il traitait la désinformation. Si quelqu'un était accusé d'hérésie, il serait torturé, voire mis à mort. La prophétie biblique est claire. Ces choses ne se confinent pas à l'histoire. Bientôt,
L'Allemagne, à la tête d'un empire européen, une résurrection moderne du Saint-Empire romain, deviendra la première superpuissance mondiale. Vous avez peut-être nous entendu parler de certaines de ces prophéties, comme l'ascension de l'Europe en tant que superpuissance. Peut-être que vous vous êtes demandé si l'Europe veut vraiment dominer le monde. N'est-ce pas un peu alarmiste? Mais dans ce cas, avec la censure, vous voyez s'accomplir une prophétie concernant l'Europe. Alors, Andrew, j'avais l'intention de parler de ce sujet. Que vous alliez aborder la même chose ou non. J'ai un peu détourné ce sujet pour présenter une perspective européenne. Mais je crois que vous aviez l'intention de parler un peu plus des prophéties concernant les États-Unis, non? Je vais en fait parler de tous les deux. Sur notre site web, il y a un épisode de La Clé de David, avec Gérald Fleury, notre rédacteur en chef. C'est intitulé « La double prophétie » de Daniel 8, verset 12. Et il était question de ce passage dans Daniel 8, à propos d'Antiochos, qui a jeté la vérité par terre. Remarquez bien que cet épisode évoquait une double signification dans la prophétie. Parce qu'il y a un Antiochus qui a jeté la vérité par terre dans l'Église, mais il en existe un aussi qui a jeté la vérité par terre dans la politique américaine. Bien entendu, si vous êtes familier avec certains de nos autres ouvrages, vous saurez qu'il y a aussi un troisième Antiochus qui jette la vérité par terre lors d'une renaissance moderne du Saint-Empire romain. Il y a donc trois Antiochus, un dans l'Église de Dieu, un aux États-Unis et un en Europe. Tous sont très différents, à certains égards, mais ils partagent tous la même haine de la liberté d'expression. L'Antiochus dans l'Église, si vous connaissez cette histoire, a prétendu qu'il était de son devoir de chrétien d'empêcher le mystère des siècles par Herbert Armstrong d'être imprimé. L'Antiochus, aux États-Unis, entretient de profondes relations avec la Silicon Valley et a tiré beaucoup de ficelles pour s'assurer que personne ne découvre la réalité sur l'ordinateur portable de Hunter Biden et d'autres choses de ce genre, car cela risque de nuire à son contrôle politique sur le pays. Ces choses sont censurées sur Twitter. Elon Musk a contribué à lutter contre cette censure en achetant Twitter. Mais la situation était très mauvaise à l'époque où Barack Obama était au pouvoir. Et il y a un autre Antiochus en Europe. Nous voyons le même esprit. Dès que Bruxelles apprend qu'Elon Musk s'apprête à tenir une interview avec Donald Trump, on lui envoie une lettre pour lui dire que s'il tient des propos avec lesquels l'Union n'est pas d'accord, il y aura des conséquences. Alors, il s'agit d'un esprit qui veut jeter la vérité par terre. Bruxelles ne laisse même pas les gens décider pour eux-mêmes s'ils veulent croire ce que Trump dit sur le réchauffement climatique ou sur le marché européen de l'automobile. La peur est telle qu'on ne laisse plus les gens décider, car c'est impossible de former une opinion sans avoir entendu les propos en premier lieu. Soit vous croyez ce qu'on dit, soit il y aura des conséquences. Je suis content que vous ayez soulevé cette question. Je pense que c'est une excellente façon de montrer à quel point cela est directement lié à la prophétie biblique, et je pense que c'est très intéressant. Dans notre dernier numéro de La Trompette, M. Fleury a publié un article dans lequel il aborde cet Antiochus, que vous venez de mentionner. Il évoque également d'autres prophéties qui montrent que Dieu commence à faire taire cet Antiochus. Il parle de la façon dont Barack Obama a rempli ce rôle d'Antiochus. Mais maintenant, son pouvoir est en train de diminuer sous nos yeux. Dans d'autres articles, il a expliqué qu'au fur et à mesure que Barack Obama perd son pouvoir, nous verrons l'essor d'un troisième Antiochus, cette fois en Europe, qui réprime la vérité de la même manière. Tandis que le pouvoir de Barack Obama diminue, l'Union européenne devient la nouvelle force sur la scène mondiale qui tente d'imposer la censure. Cet esprit d'Antiochus se réveille en Europe, et je ne veux pas dire que Thierry Breton soit cet Antiochus. Il est bien sûr tout à fait possible qu'il soit influencé par cet Antiochus. Mais en tout cas, il s'agit là d'une histoire fascinante. Et ce n'est pas la seule nouvelle en provenance des États-Unis cette semaine. Je pense que vous avez l'intention d'aborder quelques autres qui méritent également notre attention. Il se passe toujours beaucoup de choses dans l'anglosphère. L'une des histoires les plus troublantes que j'ai entendues cette année, et à laquelle beaucoup de gens ne pensent probablement pas, c'est que la construction navale américaine touche à son niveau le plus bas depuis 25 ans. D'ici 10 ans, les États-Unis ne disposeront que d'environ 300 navires de guerre, alors que la Chine en aura probablement près de 430. L'Amérique est déjà à la traîne de la Chine en termes du nombre de navires de guerre, et maintenant,
elle ne construit plus grand-chose. Donc, face à la perspective d'une future guerre commerciale ou d'une guerre pour les goulots d'étranglement maritime, qui est prophétisée dans Deutéronome 28, verset 52, l'Amérique n'a tout simplement pas les ressources qu'elle avait auparavant et ne pourra pas défendre ses voies maritimes clés. Nous assistons également à un autre exemple de désinformation. Nous avons déjà évoqué les remarques d'Elon Musk sur les émeutes au Royaume-Uni. Mais l'un des rares agents du renseignement britannique, dont beaucoup d'Américains ont entendu parler, c'est Christopher Steele. Il a rédigé le fameux dossier Steele, accusant faussement Donald Trump de collusion avec la Russie. Aujourd'hui, il est de retour pour dire que Moscou était à l'origine de certaines manifestations contre l'immigration au Royaume-Uni, et il tente de s'en prendre au politicien britannique Nigel Farage et déclencher une enquête contre lui, sur fond de ces émeutes. Il semblerait donc que Christopher Steele soit en train de préparer un nouveau faux dossier. Merci beaucoup Andrew pour ce reportage. Tournons notre attention maintenant à l'Ukraine. À mon avis, nous nous sommes très vite habitués à l'idée qu'une guerre terrestre puisse se dérouler en Europe, impliquant des centaines de chars et des dizaines de milliers d'hommes. Ces derniers jours, cela fait à peine la une des journaux. Or, il y a quand même un aspect très inhabituel de cette guerre, et nous sommes en train d'en apprendre plus sur cela. Alors, Jérémy est ici avec nous pour faire le point sur ce qui s'est passé en Ukraine cette semaine. Nous assistons à une guerre vraiment incontournable. Je suis content que vous ayez mentionné qu'il ne faut pas reléguer cette guerre à l'ordinaire, parce que c'est vraiment une histoire qui mérite notre attention. Ces derniers jours, l'invasion de la Russie par l'Ukraine se poursuit. C'est en fait la première fois que la Russie est envahie par une armée étrangère depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsque nous avons parlé de l'invasion ukrainienne de la région russe de Koursk la semaine dernière, l'Ukraine ne contrôlait qu'environ 330 km² de territoire russe. Mais dans les jours qui ont suivi, l'Ukraine est avancée et contrôle désormais presque 1036 km². Cette zone englobe au moins 44 villes et localités russes. La Russie ne conteste pas cette situation. Elle a déclaré l'état d'urgence au niveau fédéral, non seulement pour Koursk, mais aussi pour la région voisine de Belgorod, juste au sud de Koursk. Si vous regardez cette superficie sur une carte et que vous la comparez aux lignes de front en Ukraine, il est clair que l'Ukraine a conquis une plus grande partie de la Russie en une semaine que les Russes n'en ont conquis en Ukraine pendant 8 mois environ. Et certaines de ces villes et villages contrôlés par l'Ukraine sont également très peuplés. Si vous additionnez toutes les populations, vous obtenez des dizaines de milliers, peut-être même une centaine de milliers, de civils russes qui se trouvent maintenant dans le territoire occupé par l'armée ukrainienne. Ces Russes sont autorisés à évacuer s'ils le souhaitent. Des centaines de soldats russes ont également été capturés par les forces ukrainiennes ou se sont rendus. Cette invasion a été spectaculaire et rapide comme l'éclair, et elle semble avoir pris les Russes presque entièrement au dépourvu. Mercredi, les Ukrainiens ont combiné cette invasion terrestre avec une attaque massive de drones. Il s'agit en fait de l'attaque de drones la plus importante depuis le début de la guerre, il y a 2 ans et demi. Plus d'une centaine de drones ont été tirés et la Russie a pu en abattre la plupart. D'après ce que nous savons, la Russie en a abattu la majorité, mais pas tous, car les essaims étaient tellement grands. Les Ukrainiens ont également ciblé certaines bases aériennes russes et ils ont réussi à frapper 4 d'entre elles, à savoir Savasleïka, Borissoglebsk, Voronej et Koursk. En frappant ces bases aériennes, l'Ukraine entend empêcher les Russes de les utiliser pour mener des frappes sur les positions militaires ukrainiennes à l'intérieur de la Russie. Cela montre bien que l'Ukraine n'a pas l'intention de se retirer de la Russie de sitôt. Et jusqu'à présent, les Russes n'ont pas élaboré de stratégie pour les repousser. La Russie a retiré certaines de ses troupes d'Ukraine et les a redéployées dans la région de Koursk, mais cela n'a pas encore suffi à changer la dynamique. Et je dois également mentionner que Vladimir Poutine a fait quelques remarques à ce sujet lundi. Il a prononcé un discours à ce sujet pour tenter de rassurer son peuple et dire que la situation était sous contrôle. Il a également promis de donner de l'argent aux Russes qui ont été contraints d'évacuer leur maison. Mais cette vidéo montre clairement que Poutine est déconcerté par toute cette affaire. Pour lui, ce genre de choses ne devrait pas être possible. Comme vous le savez, il s'est arrangé pour que ses conseillers ne lui donnent que de bonnes nouvelles. Depuis des mois, on lui dit que l'armée ukrainienne est vouée à l'échec et qu'il s'effondrera très bientôt. C'est ce que lui disent ses propagandistes. Il lui répète sa propre propagande.
Puis un événement comme celui-ci survient et il se voit contraint de reconnaître qu'une grande partie de ce qu'on lui a dit n'est pas exact. Dans ce discours, on voit la perplexité et la colère, mais cela ne signifie en aucune manière que les objectifs de Poutine ont changé. Il est donc difficile de dire exactement comment les choses vont évoluer dans les jours à venir, mais nous suivrons cela de près. Dans notre studio aujourd'hui, nous avons également Mihailo Zekic, qui a analysé la situation selon une perspective historique et nous apporte aujourd'hui quelques conclusions fascinantes. Dès que vous avez évoqué la Seconde Guerre mondiale, Jérémy, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que cela ressemble beaucoup à l'état d'esprit de Joseph Staline juste avant l'invasion allemande de l'Union soviétique et pendant les instants qui ont suivi. Staline était connu pour être entouré des gens qui lui disaient ce qu'il aimait entendre, à tel point que, par exemple, lorsque les gens effectuaient des livraisons dans l'Union soviétique, les divers gouverneurs ou autres responsables des régions volaient les cargaisons de marchandises simplement pour atteindre leur propre quota et donner de bonnes nouvelles à Staline. Il en allait de même pour l'armée. Staline pensait que Hitler n'allait jamais envahir l'Union soviétique parce qu'il perdrait trop de revenus en coupant ses liens économiques avec la Russie. Lorsque l'invasion a finalement eu lieu, il a fait une dépression nerveuse et s'est retiré dans sa datcha pendant plusieurs jours, alors que tous ses militaires ne recevaient aucune nouvelle de lui et ne savaient pas vraiment quoi faire. Cela a attiré mon attention car notre rédacteur en chef, M. Fleury, affirme depuis des années que la voie empruntée par Poutine en ce moment est similaire à celle de Staline et que nous verrons Poutine se comporter de plus en plus comme Staline. Et lorsqu'il a dit ça, la Russie n'était pas encore à la guerre. Les gens vivaient beaucoup mieux que dans l'Union soviétique. Il aurait donc été facile de regarder la situation et de penser qu'il s'agissait d'une prédiction alarmiste. Mais maintenant, on voit clairement qu'il commence à se comporter de la même manière que Joseph Staline. C'est un point très intéressant et moi, j'ai également fait cette observation. Quand il s'agit de Poutine, il y a beaucoup d'espoirs irréalistes et non fondés. Tout le monde veut voir la fin du régime de Poutine parce que c'est un dictateur sanguinaire et beaucoup de gens ne l'aiment pas. Et pour cette raison, nous avons tendance à dire, chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, que c'est la fin pour lui. Tout est fini. Et ce qui vient de lui arriver est certainement une mauvaise nouvelle, surtout cette semaine. Mais comme vous l'avez souligné, Mihailo, Staline a failli s'effondrer. Il avait l'air abattu et épuisé, et il semblait que c'était la fin pour lui. Cependant, ce n'était pas le cas. Et malheureusement pour la Russie, Staline est resté au pouvoir pendant de nombreuses années. Il était probablement meilleur qu'Hitler, mais il n'était quand même pas démocratique. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas nécessairement la fin pour Vladimir Poutine. Et il y a une autre histoire de l'Asie sur laquelle j'aimerais entendre votre avis, Jérémy. J'ai bien ri lorsque j'ai vu ce titre. L'Allemagne a finalement émis un mandat d'arrêt contre un Ukrainien, en raison du sabotage du gazoduc Nord Stream. Et selon le mandat d'arrêt, il s'agissait d'un instructeur de plongée connu au public par le nom Volodymyr Z. Donc, évidemment, puisque le président ukrainien s'appelle Volodymyr Zelensky, c'est plutôt drôle d'imaginer qu'il aurait personnellement fait la plongée dans la Baltique pour poser ses engins explosifs. Le lendemain, le Wall Street Journal a publié un reportage exclusif selon lequel l'Ukraine serait effectivement l'auteur des faits. Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression que c'est peut-être la conclusion d'une histoire qui a captivé l'attention d'un grand nombre de gens qui suivent les actualités pendant environ 1 an, voire 2 maintenant. J'ai l'impression que les preuves que j'ai vues jusqu'à présent et qui établissent un lien avec cet Ukrainien qui aurait agi seul sont convaincantes, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a peut-être d'autres éléments que nous ne connaissons pas. Ah oui, je suis d'accord. Pour moi, selon toute vraisemblance, ce serait l'Ukraine à l'origine de tout ça. Je me souviens d'avoir lu l'article de Seymour Hersh, il y a quelque temps, dans lequel il accuse la CIA de l'avoir fait. Et pour moi, étant donné qu'il y aurait tant d'autres en Europe de l'Est qui aimeraient probablement effectuer le sabotage, il m'a semblé assez étrange que la CIA le ferait elle-même plutôt que de bénéficier de la possibilité de tout nier de façon plausible. Le rapport de Hirsch contenait également de nombreux éléments qui étaient manifestement faux. Mais à mon avis, selon toute vraisemblance, ce serait l'Ukraine qui était à l'origine du sabotage. J'ai remarqué aussi que selon cet article, Zelensky aurait essayé d'arrêter l'attaque, mais il était trop tard. Cela me semble une bonne excuse qui réduirait en quelque sorte sa culpabilité. Les responsables ukrainiens de la défense ont apparemment déclaré au Wall Street Journal qu'ils considéraient Nord Stream
comme une cible russe légitime, ce qui se comprend selon la perspective ukrainienne, car les Russes en envahissent le pays. Mais si c'est la vérité, Berlin n'en sera pas content. Il sera très intéressant de voir, au fil du temps, si cette histoire se développe et devient plus crédible. Et aussi de savoir si l'Allemagne croit cette histoire. Nous soulignons depuis longtemps que l'Allemagne a probablement conclu un accord avec la Russie il y a plusieurs années. Les gazoducs Nord Stream eux-mêmes témoignent de ce type d'accord, qui lie l'industrie allemande à la Russie et augmente la dépendance de l'industrie allemande à l'égard du gaz russe. Il était donc très difficile pour l'Allemagne de se retourner contre la Russie. C'est pourquoi ces gazoducs étaient si controversés. C'est probablement en partie pour cette raison que l'Ukraine les a visés en premier lieu. Depuis lors, l'Allemagne a dû marcher sur la corde raide, car elle ne veut pas rompre publiquement avec les États-Unis, car cela aurait également un impact sur comment le pays est perçu au niveau européen. Mais en même temps, puisque l'Allemagne continue de s'engager à aider l'Ukraine, sans pour autant faire grand-chose, j'ai un peu l'impression que cet article est plus ou moins exact. Et si c'est le cas, nous pourrions assister à un changement beaucoup plus prononcé dans la position de l'Allemagne. La semaine dernière, j'ai entendu dire que même sur le papier, l'aide allemande à l'Ukraine vient d'être réduite de moitié à la suite de certains votes récents. Et je pense également que si cet article finit par influencer l'opinion publique allemande, nous pourrions assister à d'autres réductions de ce type dans les semaines et les mois à venir. Et aussi, cela pourrait avoir des implications assez spectaculaires pour la politique allemande. Il n'y a que 2 partis politiques allemands qui sont ouvertement favorables à la Russie et qui s'opposent ouvertement à l'Ukraine, et tous 2 sont des partis extrêmes. Cette semaine, le Bundestag a examiné un projet de loi visant à installer des missiles de moyenne portée américains en Allemagne afin de faire face à la Russie. Il n'y avait que l'Alternative für Deutschland, parti de droite marginale, et un tout nouveau parti de gauche, celui de Sarah Wagenknecht. Ce sont les seuls à s'y être opposés. Mais s'il s'avère vrai que l'Ukraine était derrière l'attaque contre Nord Stream, cela va probablement pousser beaucoup de gens en Allemagne vers ces 2 partis d'extrême droite et d'extrême gauche. Cela pourrait produire un bouleversement politique en Allemagne qui augmenterait la popularité des partis marginaux et pourrait même nuire à la démocratie en Allemagne, puisque le pouvoir passerait à ces partis antidémocratiques. Les relations russo-allemandes méritent d'être surveillées et le rédacteur en chef de la Trompette, Gérald Fleury, a publié un excellent article à ce sujet dans lequel il dévoile cet accord secret entre l'Allemagne et la Russie. Une grande partie de ces actualités et une grande partie de ce qui se passe en Russie tourne autour de Vladimir Poutine. C'est un personnage clé. Tout le monde spécule et cherche à savoir s'il va rester ou bien s'il va partir. Ils veulent savoir ce qui se passe. Mais le fait qu'un tel nombre d'événements tournent autour de ce même homme signifie qu'une prophétie biblique a déjà été accomplie. Je crois que c'est une perspective raisonnable. Il est vrai que la guerre ne s'est pas déroulée comme prévu pour Poutine, son gouvernement et son peuple. Et cette nouvelle invasion ukrainienne est un véritable coup dur pour les Russes et un revers important. Mais cela ne signifie pas que la guerre de la Russie est terminée. Et je ne dirais forcément pas que la Russie est en train de perdre. La Russie continue de progresser à l'intérieur de l'Ukraine. Bien sûr, cela se fait au prix de pertes humaines considérables, mais Poutine fait preuve d'une remarquable tolérance à l'égard des pertes. Tuer des dizaines de milliers de ses hommes pour atteindre ses objectifs ne semble pas l'affecter du tout, d'après ce que nous savons, et il reste déterminé à s'emparer de l'Ukraine. Cette nouvelle invasion de l'Ukraine pourrait même inciter Poutine à passer à la vitesse supérieure dans sa lutte contre l'Ukraine et à utiliser des tactiques encore plus agressives. Mais dans tous les cas, il reste fermement résolu à gagner cette guerre, et la Bible nous donne un aperçu de cette détermination. Le rédacteur en chef de la Trompette, Gérald Fleury, a attiré l'attention sur le chapitre 38 d'Ézéchiel. Il s'agit d'un dirigeant russe spécifique de l'ère moderne, un dirigeant qui ne sera pas seulement à la tête de la Russie, mais de tout un bloc de nations asiatiques. Et M. Fleury affirme que le russe dont il est question dans ce passage est Vladimir Poutine. Nous ne pouvons donc pas encore dire exactement comment se déroulera l'incursion de l'Ukraine à Koursk, ni quels seront les résultats exacts de la guerre. Mais M. Fleury souligne qu'une chose dont nous pouvons être certains, c'est que Poutine restera au pouvoir et qu'il deviendra même beaucoup plus puissant.
Nous avons un article sur cette tendance qui explique ce passage, Ézéchiel 38, et d'autres passages connexes, ainsi que de tout ce que M. Fleury a déjà dit à ce sujet. Il s'intitule « Pourquoi la trompette surveille la subjugation de l'Asie à un homme fort russe ». Merci Jérémie. Avant que vous ne partiez, j'ai encore une question à vous poser. Le Premier ministre japonais a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Japon et de la politique japonaise ? C'était effectivement une annonce assez surprenante. Le mercredi, Fumio Kishida a annoncé qu'il ne se présentera pas aux élections du mois prochain qui détermineront le chef du parti libéral-démocrate. Cela signifie que le Japon aura un nouveau Premier ministre. Ce sera le 33e Premier ministre que le Japon aura eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants changent donc assez souvent, et cela signifie essentiellement que l'incertitude règne dans la troisième économie mondiale. Et c'est aussi la 6e ou 7e armée la plus puissante du monde, je crois. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, mais nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Merci beaucoup Jérémie. La guerre en Europe est une chose terrifiante qui s'est un peu banalisée ces derniers jours. Et il en va de même pour les bombes nucléaires. Depuis des décennies, nous entendons parler de l'arme nucléaire de temps à autre. Mais certaines des nouvelles les plus importantes concernant l'Iran tournent autour du fait qu'il se rapproche continuellement d'une bombe nucléaire. En effet, mercredi, le média Iran International a publié un rapport affirmant que l'Iran est sur le point de recommencer ses tests de détonateurs de bombes nucléaires dans le cadre d'un remaniement, pour ainsi dire, de son programme nucléaire. Nous avons beaucoup parlé de certaines des mesures prises par l'Iran en matière d'enrichissement d'uranium ou de développement de missiles, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu dans la création d'une arme nucléaire utilisable. La création des détonateurs de la bombe est évidemment parmi les éléments les plus importants. Selon le rapport, il y a aussi d'autres mesures prises par l'Iran dans le cadre de son programme nucléaire. L'une des plus importantes évolutions est la restructuration de l'organisation de l'innovation et de la recherche en matière de défense, ce qui est un nom un peu long et cela ne semble peut-être pas très menaçant, mais il s'agissait de l'un des principaux départements gouvernementaux chargés de la recherche nucléaire au sein du ministère iranien de la Défense. Maintenant, il ne dépend plus du ministère de la Défense, il est désormais directement sous la coupe de l'ayatollah. Il est intéressant de noter qu'il est également exclu du budget national. Il n'est donc pas tenu de rendre ses comptes au Parlement. Il n'est donc pas difficile à deviner que l'Iran compte injecter beaucoup plus d'argent dans cette organisation et le régime veut garder cela secret. Dans un sens, l'Iran a déjà la bombe. Nous avons entendu d'innombrables histoires disant qu'il a déjà la technologie requise. Il n'a qu'à mettre ensemble toutes les pièces. L'Iran a déjà assez d'uranium pour faire une bombe, c'est juste qu'il n'a pas encore franchi l'étape finale. Beaucoup d'experts pensent que l'Iran compte stocker tout cela pour se préparer à une éventuelle escalade avec Israël ou les États-Unis, puis qu'il sortira sa bombe à un moment opportun. Bien entendu, nous surveillons les actions de l'Iran sur la scène géopolitique, mais surtout lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires. Daniel 11, verset 40 est l'écriture de référence, où il est question du heurt de Téhéran contre le roi du Nord, autrement dit l'Europe. Si vous suivez la prophétie jusqu'au chapitre suivant, dans Daniel 12, verset 1, vous voyez l'issue de toutes les provocations de l'Iran. Je cite « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Fin de citation. Et vous pouvez faire le lien entre cela et d'autres prophéties comme Matthieu 24, qui parlent également d'une autre crise sans précédent. Toutes ces prophéties ne peuvent pas parler de crise sans précédent distinct. Il s'agit d'une seule et même crise. Et le verset 22 de Matthieu 24 dit spécifiquement que si cette crise n'est pas abrégée, aucune chair ne sera sauvée vivante. Il s'agit d'une guerre nucléaire. Il s'agit d'un cataclysme mondial, et Daniel précise que tout commence par une provocation de l'Iran. Cette guerre nucléaire commencera avec l'Iran. Et quel meilleur moyen de déclencher une guerre nucléaire ou une course aux armements nucléaires que de développer ses propres armes nucléaires, et notre rédacteur en chef, M. Fleury, a souligné que ce programme nucléaire développé en Iran conduit aux événements décrits dans Daniel 12 et Matthieu 24. Bien entendu, il y a aussi beaucoup d'espoir dans tout cela. Il ne s'agit pas d'une prophétie pessimiste. Comme le dit Daniel 12, un peuple sera délivré, il sera sauvé. Matthieu 24, verset 22, se termine en disant que ces jours seront abrégés. Et vous pouvez comparer cela avec d'autres prophéties qui montrent
qu'il s'agit du retour du Christ, lorsqu'il mettra un terme à toute guerre et à toute rébellion, et il n'y aura plus ce mépris de la loi de la part de l'Iran et de tout le monde. Ce sera le début de l'utopie. Mais avant que cela n'arrive, des temps très difficiles nous attendent, et il est important d'en être conscient au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la fin. Merci pour ce point de vue très complet. Pour passer à autre chose et laisser derrière nous les armes nucléaires, ce qui a l'air bizarre de dire, il y a bien sûr d'autres actualités au Moyen-Orient qui méritent notre attention, non ? Effectivement, au Qatar, des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu ont été engagés entre Israël et le Hamas. Beaucoup de gens ne pensaient pas que ces pourparlers auraient lieu. Et l'on s'interroge sur la bonne foi des deux parties, à savoir si elles espèrent réellement parvenir à un accord ou si elles cherchent tout simplement à faire quelque chose pour satisfaire à tous les pays qui leur font pression. Il y a eu beaucoup de tensions sur la façon dont l'Iran va riposter. L'ayatollah Khomeini a dit qu'il compte toujours riposter, mais rien ne s'est encore produit. Beaucoup de gens se demandent pourquoi. Certains ont mis en cause les pourparlers. Peut-être espèrent-ils qu'il s'agisse d'une issue facile. Il est certain qu'il a subi beaucoup plus de pression qu'auparavant de la part de l'Europe, y compris de l'Allemagne. Même le Vatican a sommé l'Iran de privilégier la désescalade. Et bien entendu, nous surveillons l'implication croissante de l'Église catholique au Proche-Orient. Par ailleurs, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a nommé ses ministres par le processus de confirmation parlementaire. Mais il y a une personne dont nous avons déjà parlé, je crois, dans cette émission. Abbas Araghchi, un Iranien qui a négocié l'ancien plan d'action global commun, l'accord nucléaire de Barack Obama en 2015. Aujourd'hui, il est sur le point de devenir ministre des Affaires étrangères. Et selon un député iranien, il aurait dit « Le PAGC est mort ». La priorité du nouveau gouvernement ne sera pas de rétablir l'accord sur le nucléaire, mais de lever les sanctions. Fin de citation. L'objectif du PAGC était effectivement d'obtenir la levée des sanctions en échange d'une réduction symbolique du programme nucléaire iranien. Mais si cette citation, qu'il aurait prononcée lorsqu'il a prêté serment au Parlement, est vraie, cela signifie qu'il va encore essayer de faire avancer le programme nucléaire tout en obtenant la levée des sanctions. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Personne ne sait comment ils comptent y parvenir, mais son histoire confirme ce que nous soupçonnons, à savoir que l'Iran continue d'avancer vers la fabrication d'une bombe nucléaire. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, nous avons une excellente brochure qui replace en contexte l'ensemble de ce que fait l'Iran selon le prisme de ce que révèle la Bible. Merci beaucoup, Mihailo. J'ai glissé quelques nouvelles européennes dans les reportages des autres intervenants, car il me semble approprié de faire intervenir l'Europe dans toutes les régions. Mais avant de terminer, j'aimerais présenter une histoire qui porte seulement sur l'Europe. La semaine dernière, nous avons discuté de la dette américaine avec Andrew. Cette semaine, l'une des plus grandes histoires en provenance d'Allemagne depuis 2 semaines contraste fortement avec ça. Je voulais donc vous présenter des chiffres faciles à comprendre. Pour simplifier, comparons ces deux pays comme deux familles. Ces deux familles gagnent chacune 100 000 $ par an. Dans cet exemple, les États-Unis ont une dette de 123 000 $. Et au lieu de la rembourser, ils empruntent encore plus d'argent. Ils ne semblent absolument pas préoccupés par cette dette massive. Ils prévoient d'emprunter encore 7 500 $ cette année. Aujourd'hui, leur salaire augmente, la valeur de leur maison augmente. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une famille très endettée, qui n'a aucun projet de redressement. Chaque année, sa dette augmente plus que son salaire. Elle s'endette de plus en plus. Si vous deviez conseiller cette famille, vous lui diriez qu'il faut redresser la barre. Je pense que vous seriez surtout préoccupé par cette attitude d'inconscience totale. La dette ne leur préoccupe en aucune manière. La famille met tout sur la carte de crédit, elle pense que cela s'arrangera tout seul. Mais les Allemands, avec un revenu de 100 000 par an, auraient une dette d'environ 60 000, soit moins de la moitié de celle des Américains. Et ils s'attendent à n'emprunter que 1 750 $ cette année. Et non 7 500 $ comme le prévoient tant les Américains. Mais la plus grande différence réside dans l'attitude à l'égard de cette dette. Les Allemands n'acceptent pas de mettre la dette sur la carte de crédit. En fait, ils se disputent massivement au sein de leur famille à propos de cette dette. Ils sont très préoccupés par ce chiffre et tous les membres de la famille font des sacrifices. Ils se privent tous de choses qu'ils désirent parce qu'ils sont préoccupés par le niveau d'endettement. Cela nous amène à une actualité qui s'est développée ces 2 dernières semaines. La coalition allemande,
risque de tomber à cause d'un différend sur ce qui serait, selon l'échelle de l'histoire que j'ai dressée, un paiement de 100 $. Pour un foyer endetté de 60 000 $, cela risque de conduire à un divorce. Ou bien on va voir. Et je pense qu'il y a deux côtés à cette histoire et que tous deux sont importants. Le premier, c'est la fragilité de la coalition allemande, le fait qu'une somme d'argent relativement faible risque d'entraîner son effondrement. Peut-être que ce sera le cas, peut-être pas. Or, quand vous voyez à quel point l'Allemagne prend la dette au sérieux et à quel point c'est une question qui fait la une, je pense que cela en dit long sur l'attitude inconsciente de Washington. Cela nous aide vraiment à voir à quel point l'attitude des Américains est inquiétante. Il est en question du budget pour la prochaine année fiscale. L'Allemagne a inscrit dans sa constitution une limite stricte qui gouverne le montant que le pays peut emprunter chaque année. Les gouvernements de coalition ont tendance à être dépensiers parce qu'ils comportent trois partis ayant tous des idées différentes et des électeurs différents qui réclament diverses choses. Mais cette partie de la Constitution les empêche d'emprunter de l'argent sans cesse. Alors, pour contourner ce problème, ils ont fait preuve de ce qu'on appelle une comptabilité créative. En juin et juillet, ils ont pris l'argent d'une banque d'investissement appartenant au gouvernement. Ils l'ont transféré dans un compte gouvernemental. Ils avaient également l'intention de redéfinir les prêts accordés à la Deutsche Bahn et à l'Autobahn. Ils allaient redéfinir les prêts du gouvernement à ces entreprises comme des transactions financières et ne pas les considérer comme des dettes. Voilà donc ce qu'ils allaient faire pour contourner le problème de la dette. L'accord a été conclu en juin ou juillet, mais la ministre des Finances, Christian Lindner, a ordonné une enquête pour déterminer s'il était légal ou non. L'enquête a révélé que l'accord n'était pas légal. Maintenant, le gouvernement doit trouver de l'argent de quelque part, et la principale chose qui est illégale, c'est le fait de retirer de l'argent de cette banque d'investissement. Et cela représente 5 milliards d'euros. L'économie allemande représente 4 000 milliards d'euros par an. Il s'agit donc d'une somme relativement modeste. Pourtant, le gouvernement de coalition se lance dans une crise existentielle. À mon avis, il est très improbable que le gouvernement tombe. Aucun de ces partis ne remporterait une élection, s'il y en avait une demain, et ils le savent tous. Ils ont donc une bonne raison d'essayer de se maintenir ensemble jusqu'aux prochaines élections. Mais cela met vraiment en lumière la faiblesse du gouvernement allemand. Nous avons une brochure gratuite, un dirigeant allemand fort et imminent, qui vous explique pourquoi nous nous attendons à un bouleversement radical du gouvernement allemand. Nous voyons les partis allemands se battre, se disputer et presque s'effondrer. Et en fait, l'Allemagne a lutté pendant longtemps pour avoir un gouvernement qui fonctionne, un gouvernement vraiment stable et fort. Lorsque les gens voient ces difficultés, et alors qu'ils constatent les dangers dans le monde qui ne cesse de croître, cela alimentera leur désir pour un dirigeant fort. Ce dirigeant sera un Antiochus, celui dont nous avons parlé au début avec Andrew. Et notre brochure, un dirigeant allemand fort et imminent, vous présentera quelques écritures sur cette prophétie d'un Antiochus à venir. Il vous expliquera cette histoire et pourquoi nous nous attendons à voir un dirigeant fort en Allemagne. Il s'agit d'une prophétie clé. Ce personnage va vraiment faire avancer la prophétie biblique. Cette brochure nous montre pourquoi nous nous attendons à un tel dirigeant. Et je pense que toutes ces querelles de coalition en Allemagne nous indiquant que nous sommes sur le point d'y arriver. Cet homme fera irruption sur la scène très bientôt parce que le gouvernement allemand a du mal à assurer ses fonctions de base. Il y a un réel désir pour un leader fort afin de régler tout cela. Mais il y a aussi ce deuxième volet, la dette américaine. L'Allemagne s'efforce de régler ce problème de la dette, tandis que l'Amérique l'ignore complètement. Il est vrai que l'Allemagne s'inquiète beaucoup alors qu'elle s'efforce de maîtriser sa dette, mais il sera beaucoup plus facile de la maîtriser maintenant que de la laisser exploser. Quant aux États-Unis, ils ne montrent aucun signe de vouloir maîtriser la situation. Ils vont simplement laisser les choses exploser. Et c'est une autre prévision que nous allons voir se réaliser. Nous avons un article qui explique pourquoi la trompette surveille l'effondrement économique de l'Amérique. Nous en avons parlé plus longuement la semaine dernière. Et selon toute vraisemblance, l'effondrement économique de l'Amérique jouera un rôle en la transformation de l'Europe. Un tel effondrement serait un important bouleversement pour tout le monde et surtout une crise pour l'Europe. Cela va jouer un rôle dans le désir des Européens pour un leader fort qui serait en mesure de les secourir. La semaine dernière, Andrew a parlé de certaines déclarations faites par Herbert Armstrong,
sur la façon dont l'effondrement de l'économie américaine va conduire à l'essor d'une Europe unie sous l'égide d'un homme fort. Donc, continuez à observer cette situation de près. Alors, c'est la fin de notre résumé de l'actualité de la semaine. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à Georges Haddad et Isaac Lorenz pour la production. Si vous avez des retours ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter à lettres@latrompette.fr. Vous pouvez également liker, vous abonner, nous laisser un retour. Tout cela nous aidera sur YouTube. Merci beaucoup d'être avec nous et nous serons de retour la semaine prochaine. D'ici là, continuez à surveiller votre monde.